Les écharpes, les mecs, les écharpes. Pour les ultras, pour les ultras. Liberté pour les ultras. Bonsoir. Bonsoir. C'est le Hall Paname SG, c'est lundi soir, il est 21h, vous êtes sur la bande passante, merci les gens qui sont à l'écoute, merci les gens sur l'IRC et les gens qui nous appelleront tout à l'heure et on est presque au complet. Alors attention, merci Phil, voilà on va réouvrir la porte du stade tranquille, comme tous les lundis, 21h, presque tous les lundis. Ce soir nous sommes avec Pat d'Hall Paname, bonsoir. Salut tout le monde. Nous sommes avec Authentique des Sales Gueules. Bonsoir. Nous sommes avec Gabi. Salut tout le monde. Ah, il est sur aussi, hein, évidemment. Ouais, Dhall Paname. Et nous avons aussi Yankee sur Skype également. Salut tout le monde. Voilà, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22 pour discuter avec nous du PSG, de football et du Paris, PSG. si vous voulez. Bref, du PSG surtout, évidemment. Voilà, il y a du monde sur l'IRC. Tiens, je vais faire un petit tour tout de suite pour big up un peu les gens. On a Cortez, voilà, on a Joe. Salut à l'IRC, ouais. salut à la communauté Hall Paname et à la communauté des Sales Gueules. Voilà, ils vendent du touch, tout ça. Bon, lui, il écoute pas, je sais. Mais il y a des gens qui écoutent, quoi. Il y a des gens qui sont là. Bon, c'est cool. Donc, on va parler du PSG. J'ai donné le numéro. Vous pourrez nous appeler, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, alors, donc, depuis la dernière émission, c'était il y a une seule semaine. Il n'y a eu qu'un match. Il n'y a eu qu'un match qui était le match de Lille. Effectivement, le déplacement à Lille vendredi soir. Alors, contexte un peu particulier parce qu'on sortait d'une purge contre l'OM. Ouais. On s'est un peu fait taper dessus toute la semaine par la presse. Les émissions radio aussi, ça a été. La pâte Emery, nanani. Il y a eu une petite polémique aussi avec Marco Verratti. Oh, on va en parler tout à l'heure de ça. Donc c'était un petit peu, enfin pour tout le monde, c'était une réponse attendue de la part du côté du Paris Saint-Germain. Ouais. Mais on a fait le boulot. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont regardé le match. C'est vrai, pas moi. Voilà. Moi j'avoue, je l'ai regardé, je l'ai enregistré, je l'ai regardé après, donc ça permet de regarder un peu plus attentivement. Tu connais le score, donc tu regardes avec un autre œil. Et il y a eu beaucoup de mieux dans le jeu. Il y a eu un gros Di Maria vendredi dernier. Alors certains, les internets insatisfaits. Ouais, si, il était gentil, il a été bon parce que il a été moins mauvais, mais non, il a été bon. Franchement, il a été bon. C'est pas un gros Di Maria. Pour moi, il a été bon. On lui a refusé un but qui aurait pu peut-être tout changer au niveau de la physionomie du match. Et non, il a proposé plein de choses. Yankee était en train de. C'est Yankee là qui disait que t'étais pas trop d'accord là. Tout à fait. Non, mais franchement, Di Maria, il a fait un bon match. Oui, enfin voilà, moi c'est ça que je voulais dire, c'est quand même comparé à ce qu'il a. Comparé à ce qu'il nous a fait depuis le début de saison, c'est sûr il y a du mieux. Ah, voilà. Mais de là à dire qu'on a vu un grand Di Maria, non. J'ai pas dit grand, j'ai dit gros. Oh bah oui, bon, gros, grand. Ah, c'est pas pareil. Oui. Ah, c'est pas. Ouais, c'est vrai, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Ça change pas. Ouais, si, c'est vrai, je suis d'accord. Bah oui, c'est pas pareil. C'est comme si tu disais Laurel et Hardy, c'est pareil. Rien à voir. Voilà. Merci Gabi. Donc de rien. Allez, à tout à l'heure. Je te trouve trop généreux. C'est-à-dire que vraiment, dans le jeu, il a pas non plus. T'as pas la patte Di Maria. Ah, si, franchement, regarde le match. Il y a la patte Di Maria sur le jeu. Il y a la patte Di Maria sur le jeu. C'est lui qui déclenchait pratiquement toutes les attaques. Et je te dis, si on lui accepte le but. Qui a été injustement refusé, je sais pas où est-ce qu'il était l'arbitre d'ailleurs, ça peut changer le match. Le match, on peut finir en 4-0. Ouais. Vraiment, ouais, non, franchement, il y a eu vraiment beaucoup d'énormes occasions, des occasions franches. J'ai même pas vu le résumé. Moi, racontez-moi ce but refusé là, que j'imagine ce qui s'est passé un peu dans ma tête. C'est une ouverture de. Qui lui fait l'ouverture, je sais plus. Au milieu de terrain. Gabi. Mon pote. Tu veux que je te raconte ? Ouais, raconte-moi le but. Alors, Di Maria qui lance en profondeur, alors je ne sais plus qui. Thiago Silva, il me semble, qui lance au-dessus de la défense. Ouais. Qui lance donc Di Maria, qui arrive devant le gardien, devant Enyama qui repousse le ballon la première fois. Donc ça retourne sur Di Maria, donc sur sa hanche. Ensuite il frappe, il marque et puis l'arbitre de touche est persuadé d'avoir vu une main et non la hanche. Donc du coup ici il annule. Et il la siffle très tard d'ailleurs. Et voilà, il la siffle relativement tard. Je pense que ce qui aussi peut jouer, c'est que Di Maria se retourne une ou deux fois vers l'arbitre. Donc peut-être qu'il avait peur peut-être d'être hors jeu, je pense. Ouais, à ce niveau, oui, je pense que c'est le hors jeu qui. Et je pense que du coup, ça a un petit peu faussé aussi le jugement. Il s'est dit s'il regarde là, il a un peu une tête de coupable, le gars. Donc du coup, on siffle à la main. Mais il n'y a pas du tout main, pas du tout. Ok.
Donc, merci de m'avoir raconté ce but, parce que ça m'aide un petit peu à comprendre. J'ai essayé, tu vois, de me mettre dedans. Mais c'était pas mal, Gabi. J'avoue, c'était pas mal. Ouais. Excusez-nous, il y a des Tchèques californiens là. Ouais, et là, frère. En webcam dans le studio. Excusez-nous, on la diffuse pas encore. Moi, je pense que le but il a été refusé surtout parce que Di Maria il fait des cœurs avec ses doigts et l'arbitre il aime pas ça. L'arbitre il aime pas ça, forcément. Bon, après pour le match, il y a Cavani aussi qui a eu quelques petits loupés, mais qui en a mis une belle grosse patate. Son but, j'ai même pas vu. Mais franchement, il a mis toute sa vie dans sa frappe. Ok. Puisqu'il avait déjà raté pas mal de choses durant le match. C'est Di Maria d'ailleurs qui lui fait la passe. J'ai lu, il fait un contrôle en plus avant. Il fait un super contrôle, il s'emmène bien le ballon. Amorti de la poitrine. Ouais, je crois que ça amorti je crois que j'ai lu ça. Et après, il enchaîne avec une grosse frappe de gauche sur Lucas. Le mec, il s'est dit franchement, celle-là, il faut que je la mette parce que je vais me faire allumer dans la presse. Et ça fait un beau but et ça valide un peu dans l'ensemble la maîtrise que le PSG a eu sur la rencontre. Ok, Gabi, t'es un peu d'accord avec ça, toi? Ok, Yankee, aidez-moi les mecs. Ouais, mais ça y est. Non, mais je suis plus ou moins d'accord. Oui, effectivement, mais sur le fond de jeu, Cavani, il y a du mieux, mais il a vendangé quand même. Ouais, il a vendangé. Cavani, je dis pas qu'il a fait comme à chaque match en fait. Ouais, non, mais il a vendangé, mais il a mis. Pas comme à chaque match. Il alterne le bon, le moins bon et le très mauvais. Ouais. Mais on a vécu un match. Dans un seul match, en fait, il nous a tout fait, quoi. Je crois qu'il nous a vraiment tout fait. Ok. Bon, peut-être à revoir alors ce match. C'est ce que tu as fait, toi, Pat. Ouais, moi j'ai revu. Mais c'est vrai que regarder les matchs après coup, ça t'aide, surtout dans cette période de transition, ça t'aide à regarder un petit peu mieux, à analyser un petit peu mieux le jeu du Paris Saint-Germain. Parce que tu regardes un match en direct, t'es un peu à chaud. Des fois, il y a des trucs qui t'échappent. Surtout quand tu connais le score. Ah ouais, tu vois pas, ça c'est vrai. Ça te permet de regarder un peu plus le jeu sans ballon, des trucs comme ça, tu vois, l'attitude de certains. Et c'est pour ça que moi je dis que Di Maria a fait un gros match et que dans le jeu en tout cas, il y a eu beaucoup de mieux, il y a eu beaucoup de bonnes intentions, c'est à noter quoi. Ok. Et c'est vrai qu'on pardonne beaucoup moins qu'on a pu pardonner une certaine époque parce qu'on savait qu'on avait devant des joueurs qui pouvaient éventuellement faire la différence et nous sortir de certains cas. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, on est tellement habitué à 2 saisons passées avec un Ibra, avec un Cavani qui sortait du commun que aujourd'hui, on tolère pas de prendre un nul ou un match, on va dire, pourtant moyen. Que nous on va trouver mauvais. Même les journalistes ne le pardonnent pas. Ça par contre, on l'avait dit ici dès le début de la saison, il ne faut plus s'attendre au PSG de Gala qui met des 3. Faut pas rêver. C'était sûr, ça c'était sûr. Mais il y a aussi un truc qui est faussé, c'est qu'on a de la concurrence aussi cette saison, on va en parler après. Ah ouais. On a de la concurrence qui fausse un petit peu le jugement que certains font du Paris Saint-Germain. Je pense aussi que ça joue, parce que si les autres équipes étaient en mode comme l'année dernière, je pense qu'on n'en parlerait pas aussi durement du PSG. Ouais, je crois aussi. Et on a quelqu'un au téléphone qui nous appelle au 01 77 62 40 22. Vous pourrez faire pareil, évidemment. Allô 3, 2. Allô Houston. Allô. Bon, il nous rappellera. Nous, on l'entend pas. S'il nous entend, c'était un appel Halloween. Okay. Je voulais juste rajouter un petit truc. C'est par rapport justement à ce qu'on disait tout à l'heure. Justement, on est moins tolérant et par rapport à la concurrence, il y a quand même les médias derrière qui en rajoutent une bonne petite. Bien sûr. On va prendre le nul de l'OM contre Paris, où tout le monde a dit le nul magnifique de l'OM contre Paris, grandissime. Hier, le même journal, je ne citerai pas l'équipe, qui te sort dans la foulée que le nul moisi de Marseille contre Bordeaux. Mais même sur Canal, ils se sont fait allumer, les Marseillais. Ah, mais oui. Ils leur ont dit, alors c'est quoi c'est pas le même traitement médiatique non plus, quoi. De toute façon, on est en pleine reconstruction. Ils essaient de vendre la Ligue 1. Tout bonnement, ils essaient de vendre les médias essaient de vendre la Ligue 1. La Ligue 1, ils essaient de survendre le produit alors que le produit, il reste moyen, quoi. Bon, on va réessayer de prendre la personne qui est au téléphone. Allô? Ouais, allô. Oui, c'est Cruz. Salut Cruz. Salut Cruz. Ça va et toi? Oh Cruz, salut Cruz. Et quitte pas Cruz, on va prendre une deuxième personne aussi en même temps, bouge pas. Alors, on prend une deuxième personne, donc on a déjà Cruz et on a qui d'autre? Allô?
Oui, bonsoir les gars, C'est Cortés. Vous allez bien? Oh, Cortés. Donc on a Cortés et Cruz. Est-ce qu'on a récupéré Gabi? Parce que Gabi, on l'a perdu. Bon, on a perdu Gabi. Voilà, il nous rappellera peut-être sur Skype tout à Allez, l'heure. reboot. Donc, Gabi fait une Manu. alors on va commencer par Cruz qu'on a eu en premier. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais... On n'a pas parlé du jeu de Lille finalement là. Là, vous étiez Franchement, déjà parti sur Marseille là. Inexistant en mode marseillais et à la différence que là on a trouvé des solutions. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est un schéma de toute façon qu'on va rencontrer assez régulièrement dans la saison. Donc il vaut mieux se préparer à trouver justement des solutions devant ce type de configuration. Ok, donc Cruz, toi tu voulais vite fait parler du Lille PSG? Bah écoute, c'était un match de championnat de France de Ligue 1 avec une équipe qui continue à faire ce que Saint-Etienne avait commencé à faire contre le PSG, c'est-à-dire jouer en bloc derrière avec même les attaquants qui défendent. Et j'ai trouvé du mieux parce que je pense que l'effectif tout simplement et même Unai Emery commence à être habitué à ce schéma tactique. Donc on a vu un PSG qui a été plus à l'aise, on va dire, dans ce match. Après, forcément, ça limite le spectacle. Et le plus important, c'est qu'on ait gagné les 3 points. Mais je pense que de toute manière, si on veut ne plus voir ce schéma tactique contre le PSG, ça va passer par des valises. C'est-à-dire que tant qu'on ne mettra pas des valises à des équipes qui font ça contre nous, les mecs vont continuer à se dire c'est ça qu'il faut faire. Voilà, si on ramène un point, en fait les mecs c'est simple, hein, s'ils ramènent un point contre le PSG aujourd'hui c'est une victoire. Parce que après 4 saisons où on leur fait la misère, les mecs aujourd'hui vraiment ils ont plus d'ambition contre le PSG et c'est navrant. Ouais, c'est navrant, Vraiment, je suis plutôt d'accord avec toi. Et Cortés, qu'est-ce que t'en penses toi? Ah non, faut pas le laisser parler. Attends, non mais il va se modérer. Gabi il est revenu. Non, moi je rejoins je suis assez d'accord avec Cruz dans le sens que même en général avec ce que dit Pat, c'est qu'on va de plus en plus avoir affaire à des défenses regroupées et après on mérite largement la victoire. D'ailleurs je tiens à préciser juste une chose, tout à l'heure vous avez parlé de Canal+, j'ai pas trop apprécié le traitement du match en disant que oui Paris c'est poussif etc. Heureusement qu'il y a Eric Carrière qui a remis les gens à leur place. Parce que franchement, Carrière il a tout dit. Les choses en ordre. Ouais, Gabi, il a dit quoi exactement, Carrière? Tu peux nous... Il a dit qu'il faut savoir, dire quand Paris est bon. En fait, je suis un peu votre Paganelli ce soir. En fait. C'est toi qui es sur le terrain là. Ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais Carrière défendait. Il a dit il faut savoir reconnaître quand Paris est mieux. D'ailleurs, il y avait le journaliste qui était avec lui. Il dit alors, est-ce que vous pensez que Paris met tous les ingrédients pour être meilleur? Il disait oui. Ils varient leur jeu. Ils essaient de faire du jeu court, du jeu long, de passer au-dessus de la défense, de faire des combinaisons. Je trouve que dans le jeu, Paris est mieux. Okay. Et c'est vrai que c'est assez rare d'avoir ça, donc ça fait plaisir. Okay. Qu'on parle positivement de nous parce que comme on disait tout à l'heure, il y a un nul qui est dégueulasse ou la semaine dernière ou quand t'as Marseille qui fait un jeu horrible et que t'as dans les journaux on loue les qualités de Marseille et qu'on oublie de dire quand nous ça va ou ça va pas, c'est quand même cool quand on nous dit effectivement qu'on a bien joué. C'est sûr qu'on a l'impression, tu sais, c'est un peu comme avec les entraîneurs au final, quand tout va bien, on joue bien, c'est normal, et quand ça va un peu moins bien, on en fait des caisses quoi. Ouais, mais là en l'occurrence, moi je pense, enfin vous me donnerez votre avis aussi. Là, ça va être non, c'est oui, sans le vouloir, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas là un moment où on va pouvoir justement voir la puissance d'Emery en fait, tout simplement. Si le mec il va être capable de faire ce que tu disais tout à l'heure justement, Pat, est-ce que le mec il va pas finalement, est-ce qu'il est pas en train même de faire bosser ces mecs là-dessus, tu vois, avec son intelligence de jeu qu'on espère voir, et ça va faire que, tu vois, ils prennent un poids qu'on attend en fait. Emery. Moi, je reprends ce que Kroos il a dit en fait, c'est que c'est à nous en fait, c'est au PSG de coller des valises à tout le monde en fait pour contrer ce système de jeu dégueulasse auquel on va avoir droit à chaque fois pour la plupart des équipes de Ligue 1. Donc justement, effectivement, c'est Emery, il est en train d'imposer un peu sa patte
sur cette équipe et on a commencé à voir un petit peu les améliorations, notamment durant ce match contre Lille. Donc j'espère qu'à l'avenir, les autres équipes qui se présenteront au parc ou que ce soit à l'extérieur, on va réussir à trouver la clé et montrer aux équipes adverses, et ça c'est tout le boulot d'Emery, que ça sert à rien de jouer comme ça. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est là que, moi je dis, c'est là qu'il peut nous faire enfin, pas attendre un jeu à la Emery, mais voir le mec. Le tacticien qu'il voilà, est, en fait. Le tacticien qu'il est, tout simplement. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Merci, Pat. Je peux quelque chose Oui. Ouais, je voudrais juste rajouter que sur All Panam, donc sur le forum, il y a un mec qui s'appelle le Pharaon, qui a sorti des stats, en fait, les moyennes des joueurs la saison dernière et cette saison en championnat de France de Ligue 1. Donc des équipes adverses contre le PSG, la moyenne des joueurs qui sont derrière la ligne médiane, en fait, qui jouent dans leur camp. Dans leur propre camp, Voilà, donc l'année dernière, on jouait déjà, c'était arrivé qu'on jouait des équipes qui défendaient et on leur mettait des valises, mais en fait, dans les stats, on voit bien que cette saison, c'est différent, parce qu'en moyenne, il y a un joueur, et c'est une moyenne sur 10 matchs. Hein. Donc il y a plus de joueurs en fait derrière la ligne médiane, et en fait, l'année dernière, ça défendait, mais il y avait quand même des ambitions, c'est-à-dire de jouer en contre. On a surtout peu de joueurs qui savent taper en dehors de la surface aussi. Yankee, En fait, l'année dernière, il gardait un joueur ou deux, si tu veux, qui jouait haut quand même. Et cette saison, tu vois que depuis Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne joue comme ça, même contre tout le monde, en fait. Ouais, donc, c'est vrai, ils ont un bloc qui joue très bas. Et en fait, comme les gens ont vu que ça a marché en début de saison, les entraîneurs de Ligue 1, ils sont pas stupides. Les mecs, ils ont vu le match contre Saint-Etienne, ils se sont dit, bon, ça a l'air de marcher, on va jouer comme ça. Et tant que ils poseront des problèmes au PSG en jouant vraiment tous derrière en bloc, ils vont continuer à le faire parce que, évidemment, voilà, en France, il n'y a pas des super joueurs techniques et surtout. Il n'y a pas d'ambition, surtout. Il n'y a plus d'ambition contre le PSG. C'est ça qui est navrant parce qu'on en discutait sur le forum. Quand tu vois les matchs de Nice, Nice, ils font un super début de championnat, ils tapent des équipes et tout. Mais tu vois Nantes, comment ils jouent contre eux, ils jouent en 4-3-3. Alors, on va y venir après à la Ligue 1. On avait prévu un peu de parler un peu plus tard, faire un petit bilan un peu de la Ligue 1 et excuse-moi de te couper, hein, c'est juste que. Mais moi, je reprends ce que Kroos disait. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est pas seulement contre le PSG qu'il y a un manque d'ambition? Est-ce que c'est pas plus général? Parce que en fait, à partir de. C'est pas général, Pat. Pour moi, les gars, c'est le manque d'ambition, pour moi, il est général. À partir du moment où les équipes rencontrent. T'as quand même beaucoup moins de buts contre Nice que contre nous. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est accentué, si vous voulez, avec le PSG. Mais pour moi, une équipe, à chaque fois qu'une équipe va rencontrer une grosse équipe, entre guillemets, elle va essayer de jouer la sécurité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme on vient de voir. Effectivement, c'est accentué avec nous. Mais regardez Marseille et Bordeaux. Vous avez vu le jeu des Marseillais? C'est honteux quand même. Tu joues à domicile, tu joues comme ça. Les Bordelais, ils étaient plus capables de faire mal. Oui, vas-y. Tu nous parles d'équipes aussi sans. Enfin voilà, on va dire des choses comme elles sont. Tu nous parles d'équipes aujourd'hui qui sont des équipes très moyennes de Ligue 1. Marseille et Bordeaux, c'est des équipes vraiment très moyennes. Ouais, mais justement, moyen contre moyen, normalement, tu devrais avoir un peu plus d'ambition. Et hier, on l'a pas vu. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, effectivement, c'est accentué avec le PSG, mais pour moi, c'est général en fait. C'est général à la Ligue 1. C'est général au football français. On joue comme ça en fait. On a ce truc, et on le voit bien quand les équipes françaises jouent en Coupe d'Europe. Vous voyez comment on joue la sécurité? Même à domicile. Même à domicile, on est sécure. On n'essaie pas d'aller de l'avant, d'être ambitieux dans le jeu. C'est culturel en fait, c'est français. C'est pas que contre le PSG. C'est vrai que c'est accentué avec le PSG, avec les joueurs qu'on a. Mais pour moi, c'est général. C'est généralisé ce truc-là. Moi, je suis d'accord avec vous deux. Hein. Je suis désolé, je suis d'accord avec les deux. Quand je dis vous deux, c'est les deux avis. De façon générale, on est des gros losers en France. On a l'esprit Coubertin. L'important, c'est de participer. On n'est pas là pour gagner les choses. On est là pour pas les perdre. Et le problème est là en France, de façon générale. On joue pas les matchs pour les gagner. On joue pour ne pas les perdre dans un premier temps. Et ça change de l'Allemagne, ça change de l'Espagne où tu joues, c'est pour jouer au football, c'est pour gagner. Ça, c'est ce qui est de façon générale, ça a toujours été, ça malheureusement, ça le sera toujours. Hein. Ce qui cristallisait très bien il y a quelques années, c'est quand Nancy était en Ligue 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, eux, c'était clairement, il ne faut pas perdre le match. Et ben voilà, c'est de façon générale.
On est toujours dans cet état d'esprit. Et puis, effectivement, quand tu joues Paris, tu fous le bus. Et puis, faut pas oublier une chose, on a perdu contre Monaco, mais Monaco, ils avaient foutu le bus. Ouais. Donc, voilà, ça va être comme ça. Mais maintenant, ça ne doit pas être une excuse. Alors, on va parler après Ligue 1, mais même si on en parle déjà beaucoup. Et on a quelqu'un qui nous a rejoint sur Skype aussi. Allô ? Ouais, c'est Bouscapé. Salut Bouscapé. Salut Bousca. Oh, okay. Bousca. Bon, un peu. J'ai eu un petit peu de mal à vous avoir. Hein. C'était un petit peu la zone. Bah oui, en fait, moi aussi, je voulais parler de Ligue 1. Donc, je vais peut-être passer mon tour du coup, parce que vous voulez lancer peut-être un autre sujet. Non, mais on est déjà dedans, donc on va continuer à parler Ligue 1. Donc, si t'as un truc à dire, dis-le, mon pote. Avant que Bousca continue, j'en profite parce que je viens juste de poster quelque chose, Bousca, que j'ai mis sur le forum qui est dédié donc à l'émission, où j'ai mis, tu sais, ce que tu nous as posté par rapport à l'analyse. Ouais, très bonne analyse d'ailleurs. Voilà, des chroniques tactiques. Donc j'ai posté le lien. Donc si ça intéresse ceux qui veulent le voir, vous allez sur rollpanam.fr, regardez le forum qui est le topic qui est dédié à l'émission, où j'ai mis, tu sais, ce que tu nous as posté avec très bon article. Voilà, un très très bon article, une très belle analyse qui montre que voilà, Emery, il faut le laisser faire parce qu'au final, quand on prend un peu de recul, là où on a été les meilleurs, c'est quand on a joué en début d'année qu'il n'y avait ni Verratti, ni Mota, ni Matuidi. Où on jouait vraiment dans un style direct avec du Ben Arfa, avec des joueurs qui jouaient vraiment de façon directe. Voilà, c'était avec les jeunes du centre de formation. Exactement. Donc j'en profite juste parce que je l'ai pas lu, c'est la pré-saison. Qui avait posté. Mais vas-y, je te laisse parler. Gabi, je l'ai pas lu, mais c'est sur l'analyse de pré-saison ou... C'est une analyse de l'OM, c'est une analyse de tout ça, de ce qui nous a manqué, de pourquoi il faut laisser les clés à Emery, pourquoi il faut le laisser faire. Parce que tu vois clairement qu'il est en train de tâtonner avec plusieurs styles en prenant ce qu'on faisait avant. Mais ce qu'on faisait avant au milieu de terrain ne va pas avec ce qu'on veut faire maintenant sur l'attaque. Et surtout, voilà, l'absence d'Ibrahimovic qui décrochait, qui permettait en fait d'aspirer la défense adverse, qui pouvait donc jouer un peu moins en bloc. Et cette absence maintenant nous est préjudiciable puisqu'il n'y a plus ce point d'accroche au milieu de terrain. Ibrahimovic qui pouvait parfois être un peu relayeur. Alors par contre, c'est le seul bémol que je donnerais à cet excellent article, c'est que faut pas non plus reposer le système de Blanc, le succès de Blanc uniquement sur Ibrahimovic, parce que quand il l'a fait uniquement en dernière saison d'ailleurs. Quand il décrochait, il faisait aussi souvent du caca quand même. Mais ce qui était pas mal, c'est que justement il aspirait la défense, les défenseurs adverses. Et donc, c'est ce qui nous manque aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, ça rejoint donc un peu ce que disait l'auditeur précédent, parce que je vous ai complètement pris de court. Moi, donc, j'en ai un petit peu parlé hier sur notre conv sur Facebook, et après sur le topic des comment. D'Old Panam et des autres équipes. C'est que hier j'ai regardé Nice et Nantes et pour parler Nice bien vite, Nice joue très bien, Nice méritait sa victoire. Mais en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est Nantes. Nantes a joué le jeu. C'est très sévère, 4-1 pour eux, même à 2-0 à la mi-temps, ça reflétait absolument pas le début le début des D40, enfin le début de match de Café Nantes. Mais Nantes a joué en 4-3-3. Ils ont laissé des espaces. Le deuxième but qu'ils se prennent, les 10 joueurs sont au moins à 40 mètres de leur gardien au départ de l'action de Nice. Et maintenant, la question que je posais, c'est est-ce que Nantes va jouer comme ça au Parc des Princes ou même à la Beaujoire? Ça, c'est un autre débat. Ça. Et le problème il est là, c'est que tant qu'on aura ces bus, le système d'Emery qui veut prendre un peu de profondeur, qui veut sauter les lignes, ça sera très difficile pour lui à mettre en place, et on va encore avoir des matchs de souffrance, je pense. Connaissant René Girard, je pense qu'on va se taper le bus au Parc. Ouais, c'est clair. Je me rappelle encore de la saison avec Montpellier quand ils ont obtenu le titre. Le match PSG-Montpellier, c'était assez dur quand même. C'est clair. Il y a eu 2 partout, mais c'était quand même pas mal le bus à cette époque. C'était dur. Pas mal de violence, ouais. C'était très dur. Le truc, c'est que tant qu'Emery n'aura pas prouvé, enfin notre équipe sous Emery n'aura pas prouvé qu'en fait les bus, à un moment ou à un autre, on finira par les contourner, ce qu'on arrivait très bien à faire sous Blanc, même si voilà, on en pense qu'on en pense, mais sous Blanc, on avait Ibra, on avait Cavani, devant avec un Di Maria en forme.
et un Pastore, on arrivait à trouver quelque chose on arrivait à trouver la faille quoi qu'il arrive. On les fatiguait, on passait. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Il y avait du renoncement. Je pense que l'année dernière, ça a été comme Lyon quand ils ont eu leurs 3 premiers titres, ça a été difficile. À partir de leur 3e titre, c'était les doigts dans le nez parce que les équipes renonçaient face à Lyon. Lyon jouait très bien, hein, c'est pas le truc de dire que Lyon méritait pas, mais il y avait un renoncement. Et l'année dernière, moi je constatais aussi que les équipes arrivaient décomposées quand rien que dans les couloirs. Ouais, c'est clair. Ouais. Vous voyez Di Maria et tout ça, Ibrahimovic. Même l'année dernière, quand on a joué à Marseille au stade Vélodrome, j'avais vu l'avant-match sur Canal et c'est la première fois de ma vie que je voyais les Marseillais avoir peur dans les yeux. Ils étaient mais littéralement décomposés. Le match au Vélodrome de l'année dernière. Ouais. Ah ouais, et il y avait pas mal d'équipes qui se sont décomposées l'année dernière comme ça. Il y a eu une forme de renoncement. Et cette année, je pense ça a dû le départ d'Ibrahimovic à gaillardi certains. C'est ça. C'est ce qui fait que tout le monde est décomplexé. Tu as deux phénomènes en fait. Tu as un nouveau coach. La première journée avec leur idiot de capitaine qui a mis des claques un peu à Ressé avec en faisant le coq quand il était interviewé sur Canal en disant ouais, ils ont plus le grand il n'est pas là, on peut les battre, tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui se serait pas permis avec Ibrahimovic parce que clairement c'était un. Ouais, je pense que les défenses françaises se sont chiées dessus visiblement quand il y avait ce joueur sur le terrain. Ouais. Bah Pat, tu disais. Ah, excusez-moi les mecs, attendez, je demande à Pat. Non, pas de souci. Je sais plus, t'étais en train de dire un truc. Ouais, je disais qu'en fait, justement, les équipes étaient galvanisées aujourd'hui parce que t'avais clairement deux facteurs qui favorisaient cela. C'était le nouveau coach. Voilà, le nouveau coach. Comme tu as un nouveau coach, tu sais pas vraiment ce qu'il vaut, donc tu vas jouer ton batou. Et le fait qu'Ibra ne soit plus là. Évidemment. T'oublies le 3, t'oublies un 3. T'oublies le 3, c'est les médias. Alors, quand tu lis partout que le PSG est nul et que le PSG tu peux le taper, bah ça te chauffe quoi. Ouais, mais même si les médias te disent que t'es un ange et que tu vas voler, tu vas pas sauter par la fenêtre. Donc si non, mais ça a de l'impact quand même. Oui, mais si. Non, mais bien sûr. Super. Non, mais par contre, il a raison. Non, mais c'est pas ça. Mais les gars, si le PSG si le PSG écrasait, la presse aura beau dire ce qu'elle veut, les mecs se chieraient dessus. Le truc, c'est que Ibra n'est plus là et qu'il y a un nouveau coach. Donc toutes ces inconnus ont un peu galvanisé tout le monde et fait qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de jouer un petit peu son va-tout contre Paris. Mais moi, je ne doute pas que les choses vont rentrer dans l'ordre et qu'une fois qu'Emery aura trouvé la solution et qu'il aura trouvé la manière de faire jouer cette équipe, on va réinstaurer de la crainte auprès de toutes les équipes de Ligue 1. Je ne me fais aucun souci par rapport à ça. Je te répète. T'as raison sur les deux premiers, mais je suis désolé, les médias, ça joue. Faut pas oublier que les gars, ils sont peut-être débiles selon François Hollande, mais ils lisent quand même la presse. Donc, oui, évidemment, et ça a de l'impact sur. Moi, je suis sûr que ça a de l'impact sur les joueurs, moi, la presse. J'en suis sûr et certain. Ouais, mais même à chaque fois, ils n'arrêtent pas. Même quand il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec le PSG, les médias, ils tapent, ils posent forcément une question sur le PSG. Donc à force, ça rentre, et puis les gens, ils se disent, le PSG, il est moins fort, le grand, il est parti, ils vont être forcément moins forts. Quand j'entends Mavouba hier qui commence à dire, ouais, il y a moyen, quand j'entends Yanga Mbiwa qui a dit récemment, alors qu'ils se sont mangés, je sais plus, je crois qu'ils étaient mangés 4-1 en trophée des trophée des champions. Quand j'ai entendu Yanga Mbiwa dire oui, on a nos chances, on va les battre chez nous au Parc OL, etc. Bah franchement, les médias ils appuient bien là-dessus. Moi je rejoins Gabi, forcément. Ah, mais c'est le game, ça, les mecs. Ouais, mais c'est le game, c'est comme ça, quoi, tu vois. Mais bien sûr que c'est, je suis d'accord. Mais c'est inévitable, ça joue. Enfin, c'est. Parce que nous aussi, quand on est pas que ça joue pas, mais moi je minimise un petit peu le rôle de la presse. Faut pas non plus voir la presse comme un épouvantail des joueurs. Faut arrêter les mecs qui sont dans leur bulle. Effectivement, ils lisent la presse. Moi, je pense que oui, je suis d'accord avec toi, mais ça joue. Ça joue un peu, mais je dis pas que ça joue pas. Ça joue un peu. Et les réseaux sociaux. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tout ça. On dit la presse parce qu'il y a une époque où les mecs, c'était le Parisien, l'équipe qui regardait, tu vois. Tu crois, moi, vous pensez franchement que les mecs qui passent leur vie à part Serge Aurier, qui passent leur vie sur les réseaux sociaux, à regarder ce que les mecs ont dit d'eux. Il y a un certain j'en suis sûr. D'un certain club au centre de la France qui passe son temps sur Twitter.
Ouais, le président, oui. Mais je suis sûr qu'il passe plus de temps sur Twitter que ses propres joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, t'imagines, t'es un joueur professionnel, tu peux pas te permettre de t'arrêter sur toutes les critiques que tu vas te manger. Sinon, tu progresses pas. Enfin, tu t'avances plus, quoi. Tu vis plus. Le mec, il va t'insulter, tu vas te faire insulter. C'est pas ce qu'on dit. Mais vous dites que la presse et tout, la presse influence, c'est ça qu'on est en train de te dire. Mais la presse influence qui? Pas nous, les autres clubs. Ça te chauffe. Mais moi, je sais pas, je vois. Non, mais là, ça influence tout le monde, mais ça influence même bien Paris, sûr, les mecs. je dis pas qu'ils disent bien pas. sûr que même nous, ça nous influence. Je dis pas qu'ils disent pas. Je minimise, moi, l'impact que la presse elle a sur les joueurs. C'est ça que je veux dire. Je vais pas dire que pour moi c'est un facteur qui a fait que les mecs ils ont des forces qui sont décuplées. Peut-être que ça a joué sur le mental de certains dans notre équipe. C'est pas que ça, c'est un ensemble. Ouais. Bon, en tout cas, la Ligue 1, on espère qu'ils vont pas tous verrouiller contre nous et s'ils le font, on espère qu'on trouvera les solutions. Bah en fait, c'est à nous de trouver les solutions. Voilà, c'est ça, surtout. Et c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Hein. C'est quand tu veux être bon, faut tout niquer et t'es obligé. Voilà, stop, faut trouver les solutions. Nous, avec Pastore, ça prouve justement pourquoi aussi on a brillé en début de championnat. On avait Pastore qui faisait cette liaison entre les attaquants, entre le milieu de terrain, qui pouvait sauter les lignes lui par des passes, par son style de jeu élégant. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est risqué. On avait Pastore en forme, on avait ADM en forme, on avait Verratti en forme. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a Pastore. Et moi, je vais vous dire un truc qui va certainement déchirer le cul à plus d'un. Mais ce qui nous a fait aussi qu'on a été bon, c'est qu'on avait un mec comme Stambouli. Ça fait mal au cul de le dire, mais pourquoi? Moi, je suis d'accord avec toi, moi. Moi, je suis d'accord avec toi. Emery lui a dit, voilà, tu sais récupérer le ballon, tu me récupères du ballon, tu fais la passe. Il a joué à Trophée des Champions. Je sais le faire, je le fais. Là, on a un mec comme Verratti qui dit, en face. Je sais jouer au foot aussi, moi. Ah, tu parlais de qui là? Machin. Tu parlais de qui? Il a un peu plus de mal, Marco. Verratti. Tu parles de Verratti. Gabi, attendez. Il a fait une bonne transition là. Les mecs, superbe transition de Gabi. Et d'ailleurs, c'est mon homme de terrain, Gabi Paganelli, un peu ce soir. C'est ton gars sûr. Il faut que tu me racontes ce qui se passe avec Verratti là en ce moment, parce que sur Gabinelli, il s'est passé un truc contre Marseille déjà. Avec Verratti. Ce qui s'est passé contre Marseille, tout le monde en a fait un foin de fou. C'est quand il sort, il comprend pas pourquoi il sort. Et puis il dit il est fâché. Pourquoi j'ai été mal, il pense que j'ai été mal. Mais bien sûr que tu as été mal. Il n'a pas été pourri, mais pas au niveau auquel on attend. Bon. Voilà. Ouais, on attendait mieux que ça. Bon. Donc tu n'as pas lu l'article d'aujourd'hui là. Ah voilà. Voilà, mais il me demande ce qui s'est passé contre Marseille. Je réponds. Non, pas contre. Là, c'est ce que les médias en fait ont montré. Non, moi je. En fait, Marco aujourd'hui dans un article a révélé ce qui s'était dit entre lui et Emery. Et en fait, Emery, il s'était dit que entre le début de la seconde mi-temps, il lui donnait 15 minutes pour regarder s'il se sentait en forme ou pas. Et qu'en fin de compte, Emery, quand il l'a fait sortir, donc quand ils sont cachés la bouche, il a dit écoute, je te trouve pas en forme. Je te laisse sortir. Là, effectivement, sur le banc, et lui, comme il s'estime en tant que compétiteur, il dit moi, je veux aider l'équipe, je veux continuer. Il a continué à gueuler. Ouais. Il a dit au gars, ouais, il dit que je suis pas en forme. Et en fin de compte, dans l'article, il dit, et effectivement, Emery avait raison. Ah. Oui, non, mais il a dit que son coach avait raison. Mais de toute façon, voilà, moi j'allais en venir à ce qui s'est passé aussi contre Lille, où tu as un mec comme Sévérac, un mec qui est certainement, je sais pas, je pense qu'il doit avoir la science infuse ou qui doit être dans les cerveaux des gens. C'est quand même assez fort. C'est un mec omniscient, certainement. Qui dit ouais, alors il y a eu un jeu de comédien, parce que Verratti est aussi sorti contre Lille. Hein. Ça s'est bien passé. Ils sont serré la main, il lui a touché la tête en disant bien fiston, etc. Il dit que c'était un jeu de comédien, mais va te faire voir. C'est juste que le gamin, il a compris ce que voulait dire Emery, et il a compris que de toute manière, Verratti, il revient d'une pubalgie. Le mec, il peut pas être à 100% tous les matchs, c'est impossible. Surtout qu'on lui demande de faire plus de choses qu'avec Blanc. Ibra, là, on en parlait avec Pat, on n'a pas eu l'occasion d'en reparler la semaine dernière. On a un Verratti qui joue différemment, qui est beaucoup plus étiré sur le côté, qui joue plus sur un côté droit, qui fait plus de d'efforts. Comment on appelle ça, qui fait plus de compensation qu'il en faisait avant. Donc ça joue, et ça faut pas l'oublier, c'est que physiquement ça demande plus de travail, le système d'Emery. Et on est aussi sur des médias et des gens qui disent que Paris n'a pas de supporters et que les joueurs ne sont pas impliqués, qu'on est là avec des mercenaires en
compagnie. Et on va peut-être pas oublier que quand il sort, c'est contre Marseille et qu'il s'énerve parce qu'il sort contre Marseille et que je suis pas bien, machin. Là. Ah, donc ça, toi, tu penses que. Ouais, mais c'est l'impact pas que des médias, ça. Non, c'est pas que les médias, mais effectivement, il sort là-dessus. Bah tiens, on va faire une affiche, on va dire ça se passe mal entre Emery et Verratti. Ah, mais oui. Le club va mal oui. et voilà, ça va être un tas de merde. Et ça, c'est le game. Mais c'est le game. C'est comme ça. Mais donc il a estimé qu'il était temps de rétablir la vérité, de dire que effectivement Emery l'avait trouvé moins bien et que Emery avait raison et que lui sur le moment voulait participer au jeu, il n'avait pas et qu'en fin de compte Emery avait raison. Donc il a rétabli la vérité. Moi je trouve ça bien. Il a aussi souligné le fait que la presse raconte aussi pas mal de conneries et que lui ça l'énervait en fait qu'on raconte des choses qu'on a. En fait, il a dit clairement que ça le saoulait de voir des choses inventées dans la presse. En fait, il a dit qu'il était exemplaire au club et que on pouvait demander à n'importe qui. Il avait de problème avec personne en fait. Qu'il aimait le PSG. Il a même tapé sur son agent. Il a dit que son agent avait même exagéré cette semaine en disant qu'il voulait partir et tout ça, alors qu'il était bien à Paris. Donc voilà. Ah bah ouais. Ça, c'est un peu... D'ailleurs, moi, Rigo, si tu me permets, j'ai une question à poser à vous évidemment, et puis à ceux qui nous écoutent et qui sont au téléphone avec nous, avec Cruz, avec Cortés et avec Bousca. Et il y a Joe qui veut appeler, mais les lignes elles sont prises, alors il faudra rapprocher quelqu'un. Joe, c'est Joe, toujours à l'heure. Vas-y. C'est au pire, je lui laisse ma place, c'est pas très grave si jamais il veut vraiment appeler. Au téléphone. Et la question qu'on se pose et qu'il faut se poser aussi, c'est qu'on parle de Verratti, on parle d'un milieu de terrain. Celui qui est le meilleur et qui est rentré, qui l'a encore montré, ça reste Rabiot. Rabiot est énorme en ce moment. Rabiot a fait une super rentrée contre Lille. Ouais, souligné par tout le monde. Rabiot a fait une super rentrée contre Lille. En conférence de presse aujourd'hui, Emery et surtout Marquinhos ont souligné le travail, le talent de Rabiot. Rabiot, il est en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel au Paris Saint-Germain parce qu'il faut. Rabiot fait ce que Verratti ne fait pas. Hein. Bien sûr, mais là en fait, ce qui se passe avec Rabiot, c'est que on n'est pas une on n'est pas dans une éclosion à la Chantôme. Sa mère, tout est nickel. Parlez bien, les mecs, parlez bien de Rabiot, les mecs. Non, mais Rabiot, c'est pas un bras tout fragile. Hein. Non. Non, mais je voulais dire sur Rabiot que ce qui était notable en fait, c'est qu'il est en train de faire une éclosion au milieu de grands joueurs. C'est pas une éclosion à la Chantôme dans une année où on va presque descendre. C'est pas une éclosion à la Mamadou Sakho où on n'avait pas beaucoup de talent dans l'équipe. Faut dire ce qui est. Et puis on lui a mis beaucoup sur les épaules à Mamadou Sakho. Ouais, on lui a mis beaucoup sur les épaules, mais en fait, le contexte dans lequel Rabiot est en train d'éclore, c'est un contexte avec des Angel Di Maria, avec des Cavani, avec des grands joueurs. Donc c'est pas rien. Et vraiment, je sais pas où est-ce que ce gamin il va s'arrêter. Mais là, il va falloir lui faire une place. Hein. Il va falloir vraiment lui faire une place. Ah, il a de l'or dans les pieds. Je suis d'accord que là, il prend de la place. Hein. Après lui avoir tiré dessus des années entières. Mais à juste titre. Mais je lui tirais dessus à boulet rouge, hein, moi le premier. À juste titre. Mais... Moi, Rabiot, depuis que je le vois jouer, même quand il est arrivé et tout, il était capable il est énorme. Dans la régularité. Parce qu'au final, si tu regardais bien, il y a des matchs où il était capable de te faire des vrais trucs, de la récupération de ouf, machin. Il était bien, et dans les mêmes matchs, il pouvait te perdre 10 ballons d'affilée, tu vois. Non, mais il avait les caractéristiques d'un jeune, en fait. Il avait les défauts et les qualités d'un jeune. C'est normal qu'un jeune de son âge se trouve. Mais là, franchement, il est en train d'atteindre un niveau. Franchement, même moi, je te dis, franchement, je regarde le mec, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Il explose comme Verratti. C'est pour ça, en fait, franchement, toute la direction du PSG. Il monte le ballon. Les mecs. Tout le monde est chaud ce soir. Il y a quelqu'un au téléphone qui était en train de parler, si tu peux, parce que c'était le bordel. Allô? C'est bon, j'arrête. Ouais. C'est qui? C'est Cruz. Ah, c'est Cruz. Vas-y, mon pote. En fait, Rabiot, ce qui est bien cette année dans son jeu, c'est que quand il est sur le terrain, il permet de remonter le ballon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sans Ibrahimovic, qui redescend, on a du mal à monter le ballon face à des blocs regroupés. Et Rabiot, quand il est sur le terrain, tu vois qu'il porte le ballon, mais vers l'avant. Et Verratti, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est des passes qui au-dessus des défenseurs centraux. Mais tu vois que la plupart du temps, c'est très mal dosé. Donc, ce qui fait qu'on perd beaucoup de possession là-dessus. Et Rabiot, lui, il monte le ballon. On garde la possession et on se procure des occasions. Et c'est là où, Rabiot, aujourd'hui, il est titulaire indiscutable. Moi, je veux le voir en Champions League, je veux le voir à tous les matchs. S'il est chaud, il faut qu'il joue.
Les gros matchs, en tout cas, il doit les jouer. Hein. Il a le talent, il a le caractère pour pouvoir les jouer. Il a tout ce qu'il faut pour moi aujourd'hui, Rabiot. Si je peux me permettre, j'ai l'impression quand même que Rabiot, il a un petit peu de création dans les pieds et qui demande qu'à exploser. Il peut devenir un créateur aussi. Hein. Ce qu'on disait qu'il nous manquait aussi, Rabiot peut l'avoir. Quand on voit comment il perce contre Lille, franchement, il a vraiment quelque chose, hein, ce gamin. En fait, je pense qu'il pourrait le faire exploser, c'est augmenter son nombre de passes décisives et marquer des buts. Marquer plus de buts. Ouais. À partir du moment où le mec il va commencer à marquer des buts, il va prendre confiance et là le mec il a marqué plus que Marco, si je me trompe pas. Hein. Bah ça c'est pas dur. En début de saison, j'étais rassuré, je me disais bah tiens, en voyant les matchs de pré-saison, tu te dis bah tiens, Rabiot tire. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Il a une grosse frappe en plus. Hein. Il a une grosse frappe. Ouais, Rabiot. Ouais, il a une grosse frappe. Une grosse frappe, ouais. Non, Verratti. Verratti. Ouais, mais je t'ai dit, j'avais dit. Le mec, il a pas compris, comme j'ai dit. Le mec, il faut qu'il prenne en vraiment conscience du fait que c'est pas difficile de tirer. Il faut qu'il fasse une passe en pleine lucarne et basta, quoi. Là, mais Verratti, on a l'impression aussi que dans son style de jeu, il est encore un petit peu bloqué avec le schéma qu'il y avait avec Ibra. Et comme disait, c'est Kroos qui a dit ça. Hein, c'est qu'au niveau de son jeu, il porte un peu moins le ballon que Rabiot, alors que le style de jeu aujourd'hui de l'équipe prête plus justement à ce qu'on porte le ballon le plus près possible de la surface de réparation. Avant, tu pouvais te permettre de balancer le ballon devant. Ibra, il était tellement imposant qu'il était capable de te le récupérer en fait. Ouais, c'est ça. Et il distribuait beaucoup aussi. Hein. Ouais. Enfin. Ah, quelqu'un a bougé sa chaise. Ouais. Et c'est qui qui est resté au téléphone? J'avais bougé tout seul. Excuse-moi, on a perdu quelqu'un au téléphone. Il y a quelqu'un qui est encore là par contre, mais je sais pas lequel des deux. Parti, je crois. Si, moi je suis toujours là, moi. Ah bah c'est Cortés qui est là. On a perdu Kroos, c'est pas grave, mais comme ça, Kroos il est parti. Il y a Joe qui va pouvoir appeler normalement. Vous écoutez All Panam, vous pourrez aussi nous joindre si on raccroche des gens 01 77 62 40 22. Tentez votre chance. Ou Skype tout attaché. C'est Bouska sur Skype. Ouais, toujours, ouais. Ouais. T'en penses quoi toi de tout ce qui vient d'être dit? À savoir, je vais pas tout résumer, mais en gros ça a parlé de Rabiot. L'éclosion de Rabiot. Ouais. Bah, Rabiot, oui, je pense qu'il est encore plus propre au style d'Emery parce que dès l'époque d'Ancelotti, quand la première fois que je l'ai vu, c'était le match, la rentrée du Paris Saint-Germain en Champions League contre le Dynamo Kiev, et on sentait tout de suite qu'il avait de l'or dans les pieds, ce gamin, quoi. Il prenait le ballon, il allait porter le jeu vers l'avant, il distribuait, il a des grands compas, il arrive c'est quelqu'un qui a de la vitesse aussi, chose que n'a pas un Mota. Un très bon contrôle. Également. Et c'est vrai que dans les défauts de Mota, on pourrait voir qu'il a ralenti un peu le jeu. Matuidi, c'est sa justesse technique. Et Verratti, il a tendance justement un peu tricoter, à faire des passes latérales qui sont pas vraiment dangereuses. Actuellement, c'est vrai que Rabiot, c'est celui qui prend le plus de risques. Qui sort de sa zone de confort et qui est propre à jouer vraiment dans le système de jeu pensé par Emery, avec un jeu vertical, un jeu fait de vitesse, et en même temps je l'ai vu la dernière fois contre Lille, on le voyait un peu partout, quoi. Il était vraiment il m'a fait penser en fait à Krychowiak à l'Euro. Quand j'ai vu Krychowiak à l'Euro pour les 3 premiers matchs de la Pologne, il m'a fait vraiment très forte impression. Ah mais je crois que c'est toi qui nous en avais parlé la dernière fois, non? Il y a quelqu'un qui nous a... Je kiffe, moi, Krychowiak. Ah, c'était Gabi, Je kiffe Krychowiak, j'espère qu'il va avoir plus de temps de jeu quand même. Moi, franchement, je sais pas ce qui se passe à Krychowiak, mais c'est un peu inquiétant quand même parce que c'est un homme de base d'Emery. Alors peut-être que lui aussi, il fait pas les efforts nécessaires à l'entraînement pour pouvoir être titulaire, mais c'est assez bizarre quand même parce que c'est des bouts de match, sinon c'est des matchs titulaires des matchs pas vraiment intéressants. Je sais pas ce qui se passe. Il a besoin de trouver son rythme de croisière pour pouvoir faire tourner un peu plus sereinement. Les automatismes à mettre en place aussi. Ouais, mais pour moi, c'était un mec qui devait être titulaire. C'est ça le problème. C'est que même s'il a besoin de trouver son rythme de croisière, là, il se passe d'un mec qui était censé être un homme de base. Et c'est ça, pour moi, c'est le problème. Donc, quelle est la place de Krychowiak à ce moment-là, Mota se met à rejouer correctement. Mota, il s'est mangé 1 kilo de pression de la part de Emery. Hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. Mais il se remet à faire son boulot. Au départ, on l'a pris parce que la saison dernière, Mota était pitoyable.
Bon, Je suis désolé. les mecs, il y a Moi, franchement. Oui, Yankee. Oui. Vas-y. Excuse-moi, mon pote, de te couper dans ton élan, mais il y a quelqu'un d'autre qu'on a au téléphone qui veut peut-être s'exprimer aussi. Allô? Ouais, salut les mecs, c'est Joe. Salut Joe. Salut Joe. Salut Joe, ouais, ça va. Voilà, désolé de vous avoir coupé, c'est qu'il a galéré pour nous. Ouais, de ouf, ça fait 10 minutes que j'attends là. Ah ouais. Bon, là, on était lancé sur Crécoviac là. Elle était sympa la standardiste au moins. Ouais, je m'attendais, genre ça fait 40 minutes, j'essaie de vous appeler, ça fait 10 minutes quoi. Arrête. S'il vous plaît. Bon, Joe, toi, t'as un petit avis sur Crécoviac? Parce que c'était en train de parler de ça. Non, pas sur Crécoviac, mais sur le mercato, en fait, je voulais savoir si, selon vous, on doit recruter à quel poste. Enfin, pendant le mercato d'hiver. Petite question de Joe. Alors, le mercato d'hiver qui approche là. Qu'est-ce qui ferait du bien à Paris? Tu fais déjà un bilan en fait de nos forces et nos faiblesses par rapport à ce qu'on a déjà vu en début de saison. Ben ouais, limite, puisque bon là on a que Cavani et Augustin, puisque Ressé de base c'est plein d'attaquants, enfin pour moi. Donc du coup on devrait selon moi recruter aussi au niveau non, au milieu on est plein, défense pareil, donc c'est plus au niveau attaquant qu'on voilà, ça manque quoi. Pour moi personnellement, je pense qu'il faut une doublure à Cavani puisque Emery ne se passe pour le moment des services d'Augustin. Pour lui, peut-être qu'Augustin n'est pas prêt. Après, le problème dans le recrutement hivernal, c'est que on n'a pas de certitude encore au niveau du jeu. Donc, je serais incapable moi, de cibler où est-ce que le PSG vraiment a des besoins, parce que on sait pas en fait vraiment dans quel style Emery veut jouer. Enfin, si on le sait dans les grandes lignes. On sait quand même qu'il a une sacrée tendance à faire confiance aux jeunes, hein, et qu'il va être plein de recrutement. Le truc c'est que quid de Ben Arfa, quid de Ressé, on sait pas en fait. On sait pas ce que ces mecs peuvent donner vraiment s'ils s'intègrent vraiment dans le projet de jeu d'Emery. Est-ce que ces mecs-là vont pas combler les manques et les difficultés actuelles qu'on a? Donc après, le recrutement, je veux bien. Pour moi, il n'y a qu'un seul vrai poste où il faut recruter, c'est une doublure à Cavani. Ah ouais, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, il faut quelqu'un devant. Moi, je suis pas d'accord. De toute façon, on a le Celso qui va arriver. De quoi? Moi, oui, vas-y, Joe. Ouais, je disais qu'en gros, il y a Diego Costa. Bon, c'est un trou du cul, mais on pourrait le recruter. Puisque, bon, non, mais Diego Costa, tu l'auras pas. Hein. Diego Costa, il cartonne en ce moment avec Chelsea. Ouais, il apporte toutes les satisfactions. Non, j'ai pas vu, mais en tout cas, il répond aux attentes de Conte, donc faut pas. Diego Costa, on l'aura pas. Puis de toute façon, je pense que miser autant sur un joueur pareil, je sais pas si ce serait judicieux. Gabi, tu disais que t'étais pas d'accord, toi? Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On parle par exemple d'un mec comme Agüero. Alors moi, j'aime beaucoup Agüero. Hein. Ouais. Mais si je vais utiliser un pléonasme pour introduire le truc. Attends, avant que tu poursuives, je sais pas si la question de Joe était sur un mercato qui ferait figure d'hiver ou si c'est un truc de plus grande envergure. Non, d'hiver, il a parlé d'hiver. Il a parlé d'hiver, un mercato d'hiver, c'est vraiment pour renforcer. Ce que je te dis, moi, aujourd'hui, si tu regardes notre jeu, moi, mon problème, il n'est pas dans l'axe. Hein. Moi non plus. Hein. Mon problème, il est sur les côtés. Non, mais quand je dis qu'il fallait remplacer, un remplaçant à Cavani, c'est en cas de blessure, tu vois. Je dis un vrai remplaçant. Alors, moi, en fait, ok, en cas de blessure. Moi, je te parle sur le 11 titu. Sur le 11 titu, tu vois, par exemple, tu mets un mec comme Augustin. Alors, peut-être qu'il n'est pas prêt. Mais si tu mets Augustin à la place de Cavani, tu as quand même un joueur qui a plus ou moins le même jeu. Il est plus technique, il va peut-être un peu plus décrocher. Mais c'est un gamin qui a besoin de prendre de la profondeur. Ouais. Tu vois. Mais comme on l'a souligné, on le ressouligne souvent, on en a reparlé tout à l'heure avec Zlatan. Zlatan faisait que Lucas et Di Maria, pour jouer avec Zlatan, c'était bien. Sauf que pour jouer avec Cavani, qui est quand même un joueur qui est complètement différent de Zlatan, qui est moins complet, mais qui est plus dans la profondeur, etc. On a un mec qui, même si tu prends un gars comme Agüero, par exemple, puisqu'on en a parlé là pendant quelques temps, ça a parlé d'Agüero. Tu prends Agüero, mais pour moi, ça va pas te solutionner le problème. Ah bah non, pour moi non plus. D'animation sur les côtés. Mais bien sûr. Donc effectivement, si on arrive à avoir un mec comme Agüero que tu fous sur le banc ou que tu fous Cavani, que tu tournes, etc.,
ça montre que le club est grand, que le club grandit parce qu'on arrive à avoir ce genre mais ça de c'est doublure. important. Bah ouais, c'est important. Ça, je suis d'accord, mais ça changera pas qu'on aura ce souci d'animation sur les côtés. Ou alors, il faut se dire, bon, bah, on essaye de jouer en 4-4-2 ou je sais pas, ou changer un style ou 4-4-2 ou 4-2-3-1. Au final, ça y ressemble un petit peu beaucoup quand même. C'est juste que c'est le type d'attaquant que tu auras avec toi qui sera un peu différent. Mais un mec comme Agüero, peut-être qu'il serait capable de tourner un petit peu autour puisqu'il est un peu plus technique, il décroche un petit peu plus. Mais peut-être que lui serait capable justement d'offrir une panoplie un peu plus importante. Parce qu'on dit Zlatan, mais au-delà de Zlatan, si tu mets un mec comme Benzema, tu peux toujours jouer comme l'année dernière. Je dis pas qu'il faut recruter Benzema, je vous parle juste en termes de type d'attaquant. Si tu mets un mec comme Benzema est capable de redescendre pour pouvoir organiser un petit peu le jeu. Et ça, on l'a pu avec Zlatan. Ah bah oui, Zlatan, il organisait énormément. Gabi, je te coupe vite fait sur IRC. On a le Pharaon qui dit que l'idéal serait de prendre Rames ou Draxler. Un mec capable de jouer sur l'aile et dans l'axe. Ah, c'est qui au téléphone? Mais Rames pour le mettre où? C'est Cortez là, qui disait un truc sur téléphone aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui, avec Pharaon. Et je reviens un petit peu au débat qu'on avait avec Bousca depuis plusieurs semaines. Ce qu'il faut au PSG, c'est qu'il faut absolument un créateur, il faut un 10 dans l'axe. Mais en fait, ce 10 là, on l'a, les gars. C'est Pastore. Ouais, c'est Pastore. Emery, il compte. Peut-être qu'il va jouer demain, Pastore, mais on sait comment ça va se passer. Dans une semaine, et on va encore avoir Pastore étant en indélicatesse avec ses. Voilà, c'est ça le problème. Et ça va être ça toute la saison, j'ai bien peur. Parce que en fait, Emery, il comptait sur Pastore. Il peut jouer à ce poste-là. Faut arrêter. Il peut très bien jouer avec la technique qu'il a. Il peut quand même être ou peut-être moins 10, mais plus attaquant de soutien, parce que c'est pas les mêmes joueurs. On est d'accord. Mais un mec comme Ben Arfa, quand il est rentré contre Marseille, on lui a dit, bah mec, t'es dans l'axe, tu fais ce que tu veux, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu machin et tout ça. Il sait le faire. Tu peux le mettre à ce poste-là. C'est pas incohérent non plus. Moi, je trouve ça quand même. On parle de Pastore, alors génial. Je suis d'accord qu'il manque, etc. Mais c'est quand même super dangereux, les mecs, de tout remettre sur Pastore. Ça fait un peu. Non, on remet pas tout. Non, mais bien sûr, faut pas remettre tout sur Pastore. C'est juste que c'est une option qu'on sait que si elle est faite. Il y a quand même Lo Celso qui arrive, les gars. Ah, mais il y a plein de choses qui arrivent. Alors, justement, tiens. Moi, perso, le Chelsea, à part des vidéos sur YouTube, je l'ai jamais vu un match entier. Moi, quand le Paris Saint-Germain a eu des grandes traditions de numéro 10, il y a eu Safet Suzic, j'ai connu quand j'étais gamin, j'ai connu et j'ai adoré Valdo, je le retrouve pas quoi, Valdo. J'ai beau aimer Pastore, Valdo c'était un mec qui perdait pas un ballon. Quand il avait le ballon entre les deux pieds, personne ne lui prenait le ballon. Petite souris. Il remontait, il distribuait proprement, et c'est vraiment ce qui nous manque, je pense, à Paris. Les Sudam ont toujours eu du mal à s'adapter au jeu européen. Ouais, mais attends, Pastore, il était là. Tu parles pour le Celso ou pour Pastore? Pastore, c'est son physique qui le trahit, donc c'est ça qui est usant. C'est-à-dire que autant il a tapé une saison quand il n'était pas blessé jusqu'au moment où il s'est éclaté en Europa League et de mémoire c'était au début. Je trouve ça un peu réducteur de dire ça quand même de Pastore. C'est la première année où vraiment année civile en général. Oui, non, c'est clair. Non, mais il est arrivé chez nous, les mecs. Il a été bon assez rapidement. Le mec, il était jamais blessé. Moi, je me rappelle, j'avais lu des trucs énormes sur lui en disant qu'il avait un acide lactique, donc le truc c'est qui permet aux muscles de se régénérer plus rapidement et tout ça, qui était au-dessus de la norme, que le mec il pouvait enchaîner 1 milliard de matchs, qu'il était toujours au-dessus de la moyenne dans les tests physiques. Les gars, c'est bon. Effectivement, il a le des joueur soucis idéal avec son pour la mollet, Juve. mais c'est un peu réducteur quand même de dire qu'il a des soucis. Il a toujours eu son souci, c'est son physique. Là, quand il nous sort une grosse saison, là, moi je dis pas ça. Saisons, quand il nous sort sa saison de fou, pourtant avec son physique, désolé pour ceux qui ont un corps comme ça, mais avec ce qu'on va communément appeler un corps de lâche. Où il est quand même pas mal mince, il se faisait beaucoup moins bouger, il était tonique, lui-même il faisait des fautes parce qu'il allait beaucoup récupérer la balle, il était en forme tout simplement, et c'est ce qui lui manque, d'être en forme.
Avec son physique, je suis désolé, un mec comme Neymar, qu'on disait qu'il se ferait complètement découper et qu'il allait se faire défoncer en Europe, C'est pas le cas. Il prend des coups, certes, mais il Mais il est tombe là. pas à tous les contacts. Il en donne aussi maintenant. S'il joue en Neymar. Espagne, peut-être s'il Mais jouait il est en. musclé aussi. Hein, mais- Ah, c'est sûr que s'il jouait en Angleterre, Neymar, je pense qu'il se prendrait des bons petits tacs dans la Ouais, gorge. ou hein. même en Italie, ce serait peut-être un peu plus tendu Ah, pour, c'est clair. pour Neymar. Bon, les mecs, concernant Pastore, donc là, il joue pas. C'est choix ou blessure? C'était blessure. C'était blessure. C'était blessure. Après, peut-être qu'il va jouer demain parce qu'il a Alors- repris l'entraînement collectif. Alors, justement, on Ouais, va. c'est prévu normalement. On va y venir demain. Emery l'a annoncé en tout cas cet après-midi en conférence. Ok. Et les mecs, donc demain, c'est nouveau match de Ligue des Champions. C'est demain. Hein Oui. Ok. Ouais, c'est demain. Ouais. Bâle. Donc c'est à Bâle PSG. Justement, alors vous parliez de Pastore qui peut revenir et qui peut jouer. Il y a une série de matchs après là. Bon là, il y a des matchs qui s'enchaînent. Il y a demain et le 6, mais après 19, 23, 26, 30 et 3 décembre, 6 décembre. Il y a des matchs tous les 3 jours après. Donc il y a bien un moment où il va avoir besoin de faire tourner ses joueurs, les mecs. De toute façon, l'effectif, il est censé être taillé pour ça. Hein. Jusqu'à la trêve de décembre, les mecs, tu regardes le calendrier décembre, 3, 6, 10, 13, 17, 21 décembre, et même la fin novembre, c'est chaud. Hein. 23, 26, et En plus, Arsenal, il y a Lyon, Lyon, Nice, on va tout faire là. Ah ouais, là, on enchaîne. L'avantage, c'est que Monaco et Nice auront donc le même calendrier que nous. Exactement. Ça, c'est bien vrai. Donc ça va être. Nice n'a pas la Ligue des Champions. Ouais, oui, mais ils jouent le jeudi. Nice joue le jeudi. Très bien aller. Je connais pas du tout leur groupe à Nice, mais il y aura sûrement des matchs en Ukraine, en Bulgarie ou quelque chose comme ça. Ah ouais, il y aura des déplacements relous, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Bah, ils vont à Schalke 04 déjà. Pas très loin. Ah. On se fait ouvrir le fion contre Schalke. Est-ce qu'ils vont perdre? On Ils sait sont à la pas. ramasse en Bundesliga, mais ça reste toujours un bon club. Hein, donc, ouais, ils ont Stambouli, je crois. Bon, en tout cas, ils ont Stambouli. Ouais. En tout cas, demain, on joue Bâle. Demain, on joue Bâle, ouais. Chez eux. Un très bon stade avec une très grosse ambiance. Bon. Mais on est censé faire le taf. Hein. Voilà. Il faut qu'on fasse le taf. Mais en déplacement, on reste quand même sur du compliqué en ce moment aussi. Ouais, complètement. Bon, on espère. C'est dommage, le temps va jouer contre nous. Moi, j'aurais bien aimé parler un petit peu de notre structure qu'on a dans notre club parce que c'est vrai que cette semaine. Ce sera un bon sujet, moi, je pense, pour la prochaine. Je voulais en parler aussi, mais on n'a pas. Ça va vite. On a vraiment des soucis où ça on va dit très vite. mais le PSG n'est pas bien organisé. Il y a Marseille qui s'organise bien, il y a Lille qui va bien s'organiser, etc. Et bon, on aura peut-être l'occasion. Ouais, mais on aura l'occasion. On peut en débattre à la prochaine émission, les mecs. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai que le All Paname SG, c'est 21h, 22h. On est déjà sur la fin de cette émission. Mais on parlait donc du match de demain quand même pour finir parce que c'est la Ligue des Champions quand même. C'est important. Là, faut vraiment. Non, faut gagner. Il faut gagner demain. Non, mais de toute façon, demain, oui. Enfin, t'as quand même un rang à tenir. T'as quand même. Il y a une image à donner. Il y a aussi de la confiance à prendre. Dans un stade qui n'est pas facile parce qu'il y a des grosses équipes qui ont galéré là-bas. Donc c'est un bon test aussi. Donc faudra pas se louper demain. Faudra éviter des contre-performances pour ne pas plomber un peu le moral de l'équipe et pas avoir une moitié de semaine un peu plus tranquille. Quoi. Ouais, voilà. Et après, ça enchaînera assez vite puisque 5 jours après, c'est Rennes au Parc. Après, il y a une trêve apparemment de 2 semaines. On va avoir Gourcuff. Ouais, après il y a une trêve de 2 semaines et après ça enchaîne. Hein. On reçoit Nantes, on va à Londres, on va à Lyon, on reçoit Angers, on va à Montpellier. Non, c'est la course après. Ça va être chaud quand même, le Londres-Lyon. Hein. Ouais. Franchement. 3 jours d'écart, ouais. Ça risque d'être compliqué. On va au parc, les mecs, on va aller jouer au parc. Il y a un gros débat sur l'URC quand même entre pourquoi on fait pas rentrer Rézé et Atem Ben Arfa. On peut le faire la semaine prochaine aussi. Avant de se dire, on va parler mercato, quoi. Tu vois, voilà, oui, comme dit Rigaud, on va attendre la semaine prochaine. Ça se trouve, ils vont jouer. Hein. Bah ouais, peut-être ils vont jouer là, puisque nous d'ici la prochaine émission, donc il y a 2 matchs. Voilà. Il y aura eu Bâle et Rennes. Il n'a pas l'air pour l'instant de vouloir faire tourner, mais il va être obligé. Il va être obligé, mec, en un mois. Il va être obligé. Hein. En un mois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs en un mois. Tomber. Tu peux pas, ouais. Il va être obligé de faire tourner. C'est sûr. Donc il peut nous mettre des configs intéressantes tout en sachant à peu près comment les équipes vont jouer en face. Dommage, on n'a pas eu le temps de. Ça aurait été bien, on n'a pas eu le temps de parler des jeunes. Ah ouais. On pourra le faire la prochaine fois, mais
Tu parles trop aussi, toi. Non, mais c'est vrai, on avait du monde ce soir. Et pour une fois que Mehdi faisait pas son monologue pendant 15 minutes, putain. C'est vrai. Il a fait un effort. J'ai même pas pu en placer une ce soir. Je vais en profiter pour remercier Cruz qui a appelé et qui a raccroché à un moment. Ouais, il en a eu marre. Merci Bouska aussi. Ouais, de rien. C'est cool d'avoir participé. Bonsoir. On n'a pas eu Julien. Bonsoir Authentique. Non, Morel, il n'a pas appelé aujourd'hui. Il est à Amsterdam peut-être encore où il est, okay. Il est sur le chemin. J'ai une photo à poster, je la posterai demain. Merci d'avoir été à l'écoute. En tout cas, qui on oublie Joe. Joe, ouais. Joe. Je suis là. Ah, l'homme qui mettra le podcast en ligne. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Évite Joe. de mettre Johnny Hallyday à la fin, s'il te plaît. Ok, bon alors là, cette fois-ci, on le mettra pas. D'accord. Promis, on le met pas. On dit au revoir et on coupe. Ça t'ira comme ça? On te laisse le mot de la fin du coup, Joe. Ok, c'est cool. Attends quand même, je remercie Gabi et Yankee. Merci les mecs. Bah, de rien. La suite de cette émission. Ça fait toujours plaisir. La suite de cette émission, c'est sur allpanam.fr. Et moi, on me remercie pas, moi. Mais attends, mais laisse-moi. Ouais, c'est quoi ce délire là? Merci Pat. Ah, quand même. Et merci Authentique. Bonsoir. Authentique surtout. Hein. Bonsoir. Voilà. Et bonne soirée. Un petit temps de parole nécessaire. Merci à tous. Podcast dispo très bientôt grâce à Joe. Et je pense que j'ai oublié personne. Hey Yankee. Yeah. Bonne soirée mon pote. Bonne soirée ma poule. Allez. À bientôt les mecs. À lundi. Ciao, Salut les gars. Yep. Ciao. Salut. Bonne soirée. Ciao.